savez, cette histoire qui n'arrête pas, mais enfin, on dira deux petits mots. Près de la liste du bout de la Guadeloupe, on en dira deux petits mots aussi. Clôture des travaux de l'église de Sainte-Anne. Enfin, Vianney Valverde était là, et puis lancement de la nouvelle base nautique, c'était à Saint-Félix. Sinon, nos invités, François Baltus, Languedoc, qui est le directeur du comité de martiniquais du tourisme, il sera en direct avec nous dans un instant, puisque avec lui, on fera un petit peu le tour sur la situation du tourisme en Martinique à la veille, peut-être d'une reprise éventuelle, si on en a discuté la semaine dernière avec Willy Rosier de la Guadeloupe. Plus tard, on va voir mon Pierre Issakounik à la rencontre de soi, et on va terminer avec deux artistes, Bélisa Troupé, plasticienne, et Axel Agésip, qui est artiste pluridisciplinaire autodidacte. Donc, voilà le sommaire de ce ZCL qui commence, vous l'avez remarqué, avec un petit peu de retard sur l'avance, sur l'heure prévue. Bon appétit si vous êtes encore à table. Je vous l'ai dit, on va parler tourisme, et pour cela, on va partir en Martinique, rencontrer le directeur du CTM. CTM, c'est le comité du tourisme martiniquais, comme la Guadeloupe, comme Saint-Vincent, comme Saint-Martin, comme toute la Guadeloupe et comme toutes les îles de la Caraïbe. Les questions se posent sur le tourisme, le redémarrage après cette pandémie qui n'arrête pas de durer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu faire le point avec le directeur donc du CTM. Alors, Monsieur Baltus, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Danick. Alors, la première question qui va se poser tout de suite, c'est de savoir quel est l'état de la situation en Martinique du point de vue touristique après pratiquement un an, un peu plus d'un an de pandémie. Oui, alors effectivement, Danick, c'est une bonne question. On a terminé l'année, évidemment, l'année 2020 a été une année catastrophique pour tout le monde. On a terminé avec moins 450 millions de recettes pour le secteur touristique, avec moins 42% de visiteurs par rapport à 2019. Et puis, je dois dire que le début d'année n'a pas été non plus très flamboyant, oui, puisque nous avons eu les chiffres là, de notre observatoire, et pour le premier trimestre 2021, donc de janvier à mars, on termine à moins 80% de visiteurs par rapport à 2020 cette fois-ci. Donc effectivement, vous vous souvenez, nous avions été confinés mi-mars l'année dernière, et on avait eu de très bons mois, janvier, février, même jusqu'à mi-mars. Oui. Et bien du coup, malgré ces très bons mois, voilà, donc on a ce moins 80% qui est vraiment énorme. Oui. Et évidemment, zéro croisiériste aussi pour ce début d'année. D'accord. Alors, je posais l'autre jour la question à votre confrère de la Guadeloupe, Willy Rosier. Je me disais, quand dans une période de pandémie comme celle qu'on subit encore, que peuvent faire les gens qui travaillent dans un office du tourisme, dans une collectivité, dans un comité du tourisme, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique? Comment on passe son temps? Est-ce qu'on est là à attendre que la pandémie passe, ou alors est-ce qu'au contraire, on commence à s'activer, à prévoir l'avenir? Eh bien, Danick, on n'a jamais autant travaillé. Ah bon? Ah oui, on n'a jamais autant travaillé. On a énormément de projets. Et alors, je vais vous citer quelques actions que nous avons mis en œuvre. Alors, on a participé à plusieurs salons virtuels internationaux, comme l'ITB de Berlin, le salon virtuel nautique au mois de mars. On a envoyé une newsletter aux pros chaque semaine, donc au moins une fois par semaine. On a commencé à organiser des webinaires thématiques pour les professionnels pour préparer la reprise. Et puis, on a eu aussi, évidemment, notre principe. Dans une période où on n'a pas beaucoup de visiteurs, ce qu'il faut faire, c'est vraiment travailler la notoriété. Et vous savez que l'année dernière, en fin d'année dernière, nous avons lancé une très belle campagne sur la France hexagonale. Et donc, on a eu de très, très beaux retours de cette campagne, notamment dans la presse. Et on a eu une belle émission sur TF1, 50 Minutes Inside, Échappée Belle. On a eu plusieurs JT, la Martinique a été citée ou invitée à plusieurs JT sur TF1. Oui.
Et puis, en parallèle, on a fait énormément de rendez-vous live sur Instagram et sur Facebook, depuis la France, depuis le Canada et depuis les États-Unis. Donc, on a eu aussi beaucoup d'influenceurs qui sont venus visiter la Martinique et qui ont posté. Et donc, on a reçu Kev Adams, l'acteur français, Mélodie Monrose, Terence Tell aussi, qui est un jeune acteur, un poulain un peu de TF1, qui est venu et qui a beaucoup posté sur la Martinique. On a eu des influenceurs très connus comme les Best Jobbers, les Wildworld, c'était un couple, le monsieur il est invalide et donc du coup ils ont posté ils ont vécu une aventure assez particulière parce que le monsieur est en chaise roulante, donc il a fallu lui trouver des activités qui correspondaient à son handicap. Donc c'était intéressant aussi de montrer que la Martinique peut accueillir cette population. Donc voilà, donc on a énormément travaillé. Et pour terminer, Danick, on a aussi reçu, on a donc cartographié la Martinique avec Google Street. Ça c'est important puisque donc nos visiteurs pourront, par rapport à cette relance que nous espérons tous, pourront préparer leur voyage en Martinique et bien depuis leur salon à Paris. Alors, vous savez, enfin, j'imagine que c'est pareil pour la Martinique. À partir du 9 juin, les motifs impérieux seront, disons, mis entre parenthèses, sauf vraiment nouvelle pandémie. Alors, qu'est-ce qui est prévu maintenant du point de vue des hôteliers, du point de vue des professionnels du tourisme? Est-ce que tout le monde a les pieds dans le cale-pied déjà? J'ai pas compris la fin de la question, Daniel. Est-ce que les professionnels sont prêts maintenant à accueillir les éventuels touristes qui vont débarquer? Parce que je prends le point de vue de la Guadeloupe. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, pratiquement tous les gîteurs sont déjà complets. Il n'y a plus de place. Alors, est-ce qu'en Martinique aussi, le mouvement est en place? Oui, mais évidemment, Danick, tous les professionnels aujourd'hui, ils sont fin prêts, ils ont eu le temps de se préparer par rapport au protocole, de rénover leurs infrastructures, d'innover sur certains services qu'ils vont proposer. Donc évidemment, tout le monde est au garde à vous et en attente de la levée de ces motifs impérieux, donc le 9 juin. Oui. Et donc, et d'ailleurs, ce qui va être intéressant, c'est que la Martinique, on va beaucoup parler de la Martinique ces prochains mois, parce que nous allons accompagner cette levée des motifs impérieux avec, au niveau de la communication, avec pas mal de choses. Notamment, au mois de juillet, on aura une émission sur Zone Interdite, on va parler de la Martinique. Et puis, toujours pour accompagner cette notoriété et cette reprise du mois de juin, on va avoir une émission fitness Martinique sur Trace, où donc on aura des cours de fitness dans des lieux iconiques de la Martinique qui passeront donc sur Internet et sur le réseau Trace. Et puis, on aura aussi le tournage d'une émission télé de France 2 qui s'appelle La Fête des Outre-mer. Et donc, qui sera diffusé en prime time au mois de septembre, donc en France hexagonale. Et puis, il ne faut pas oublier, Danick, que nous avons, pour la première fois, la Transat Jacques Vabre va arriver en Martinique. Alors, la Guadeloupe, vous avez la route du Rhum depuis plus de 30 ans. Et bien, enfin, maintenant, les Martiniquais auront leur belle Transat. Et on peut dire que les Antilles françaises vont accueillir les 2 plus belles Transats du monde. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle pour la Martinique, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas vraiment répondu à la question? Les professionnels sont fin prêts? Ça y est? Tout est prêt? Ah oui, c'est ce que je vous disais, Danick. Ils ont eu beaucoup de temps pour se préparer. On a eu plusieurs confinements, déconfinements. Donc, il y a des hôtels qui ont fermé depuis le mois de mars. Donc, tous les professionnels aujourd'hui ont mis à profit cette fermeture pour mettre en place des actions d'embellissement, de rénovation. Donc voilà, tout le monde est prêt, bien évidemment. Oui. Alors, la question maintenant qui se pose, même au niveau de l'OMT, l'Office mondial du tourisme, c'est de savoir,
est-ce qu'on fait un tourisme durable ou est-ce qu'on fait un tourisme de masse comme autrefois? Quelle est la réflexion au CTM, au comité de tourisme martiniquais, on a sur cette question particulière? Oui, alors, c'est le CMT, attention, hein, pas la CTM, hein, c'est le Comité Martiniquais du Tourisme. Comité martiniquais, CMT, oui, CMT. CMT, je sais qu'il y a la petite confusion qui se fait Oui, c'est vrai. régulièrement. Alors, le tourisme durable, on n'a pas attendu la crise sanitaire pour commencer à travailler sur le tourisme durable. Mais c'est vrai que cette année, on a quand même une actualité qui est assez importante de ce côté-là, puisque comme vous le savez, on a une candidature du Carbet, des pitons du Carbet de la montagne Pelée. Oui. On a cette belle candidature à l'UNESCO. Et donc, le rôle du CNT va être d'accompagner la labellisation à l'UNESCO des pitons du Carbet et de la montagne Pelée. Et on aura sûrement les résultats d'ici 12 mois. Voilà. Donc ça va effectivement mettre en lumière toute la biodiversité de la Martinique. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça va effectivement accompagner le développement écotouristique du territoire. Bon. Et ça veut dire que Martinique va entrer comme tout le monde dans le tourisme durable. Mais bien sûr, mais Dany, comme je disais, on n'a pas attendu la crise sanitaire pour se préparer. Oui. Il y a beaucoup d'acteurs locaux qui investissent dans l'écotourisme. On a une liste de plusieurs acteurs qui donc font des économies d'énergie, proposent des expériences immersives dans des milieux naturels. Donc voilà, en fait, cette crise, si vous voulez, Dany, elle ne fait que amplifier et accélérer tous les efforts qu'on avait commencé à faire. Alors, l'autre question qui se pose aussi, c'est la question de la croisière ou des croisiéristes. On sait, en tout cas en Guadeloupe, comment ça s'est passé avant la pandémie. Il y a eu peut-être un petit peu de laisser-aller. Est-ce que là aussi, toutes les mesures sont prises en cas de reprise de la croisière pour que les choses se passent bien du point de vue sanitaire? Alors, c'est intéressant parce que je viens d'avoir ce matin une réunion avec la fédération, enfin c'est la FCCA, c'est la fédération des compagnies de croisière américaines. Oui. Et donc du coup, ils nous faisaient part de l'avancée de leur réflexion et puis aussi de leurs actions. Donc là, en fait, aujourd'hui, les compagnies américaines voudraient reprendre au plus tôt pendant les grandes vacances, en tout cas avec un objectif sur la fin d'année pour sûr. Ils voudraient reprendre avec des navires où aussi bien les équipages que les croisiéristes soient vaccinés. Oui. Parce que ça, c'est vraiment important. On se rappelle tous de ce qui s'est passé il y a un an. Ça a quand même traumatisé nos territoires, de Martinique. Oui, et donc là, en fait, ils sont conscients de cela. Donc voilà, aujourd'hui, ils sont en train donc de travailler sur des protocoles très stricts. Oui. Après, il faut aussi contextualiser que se passe-t-il en France aujourd'hui. Oui. On a, en fait, les ports français vont enfin s'ouvrir à la croisière à partir du mois de fin juin. D'accord. Et donc ça, il faut savoir que le port de Marseille, enfin tous les grands ports de croisière, le Havre notamment, vont commencer à accueillir des croisières, notamment Costa et MSC. Mais les dernières nouvelles qu'on a apprises il y a quelques minutes, c'est que ça devait commencer le 30 juin, mais que peut-être ça commencera plutôt vers juillet-août, puisqu'il faut quand même mettre en place, il y a quand même beaucoup de préparations à finaliser pour qu'il y ait ces premiers départs. Après, c'est vrai qu'il va y avoir des excursions qui vont être un peu sous forme de bulles. Et donc, il y a quand même beaucoup de questions qui se posent encore. Et ça, il est un petit peu trop tôt pour y répondre. Bien. Alors, autre chose d'aussi important, c'est que, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique, on a beaucoup joué pendant cette pandémie sur ce qu'on appelle le tourisme pays, c'est-à-dire vacances au pays. Est-ce que cette dimension est encore retenue au comité martiniquais du tourisme?
Mais bien sûr, Danick. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Oui, je me l'année souviens. dernière, on en avait parlé. Tout à Donc, fait. nous, depuis 20 ans, on a notre belle campagne qui s'appelle Partez en vacances en Martinique. Et donc là, que nous renouvelons cette année. Et cette année, nous allons mettre en place une opération extrêmement innovante, puisque on va donc mettre en place un cashback. Donc en fait, tous les Martiniquais, mais même aussi les Guadeloupéens, puisque vous savez que l'opération Partez en vacances en Martinique, Ah ben oui. nous faisons cette campagne aussi en Guadeloupe. Hein. L'année dernière, nous avions lancé notre campagne ensemble avec nos collègues du CPIG. Et donc cette année, nous allons mettre en place cette opération cashback. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, nous allons avoir des commerçants qui vont être enregistrés dans ce programme. Oui. Et vous, en tant que Guadeloupéen, Martiniquais qui visitez donc la Martinique, eh bien, quand vous irez chez ces commerçants, eh bien, on va imaginer dépenser 100 €, eh bien, vous aurez 30% qui vous seront remboursés sur votre carte de crédit. Ah bon? Et ces 30% seront financés par le Comité martiniquais du tourisme. Ben, vivement que je revienne redécouvrir la Martinique. Ah ben oui, mais j'espère, et surtout, je profite pour dire à nos chers Guadeloupéens, eh bien, de venir en Martinique pour ces grandes vacances. Et alors, donc, nous avons aussi inauguré l'année dernière le Partez en musique en Martinique, que nous lançons de nouveau cette année, et qui sera lancé le jour de la fête de la musique, c'est-à-dire le 21 juin. Donc, nous avons le Partez en vacances en Martinique et le Partez en musique en Martinique. Alors, dernière question, et je sais qu'elle est toujours un petit peu délicate, mais on la pose quand même. La collaboration entre le Comité martiniquais du tourisme et le CTIG, comment elle va se faire? Parce qu'il faut dire, il y a une concurrence, mais elle n'est pas malsaine, c'est une concurrence normale. Comment cette collaboration peut se continuer et s'établir? Alors, la question, elle est complètement légitime, hein, Danick. Je sais bien. La collaboration, nous l'avions nous avions vraiment beaucoup collaboré l'année dernière, Oui. pour les grandes vacances. C'est vrai que l'année Covid nous a tous éloignés, aussi bien la Guadeloupe que la Martinique, des missions sur lesquelles on aurait pu mutualiser les coûts. C'est vrai que les salons en présentiel, on n'en a fait aucun depuis 1 an. On n'a pas fait de mission commerciale. Donc c'est vrai que l'année dernière, on avait fait une belle action à Toronto ensemble, à Guadeloupe, Martinique, où nous avions mutualisé les coûts. Et cette année, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir collaborer à ce niveau-là. Oui. Mais en tout cas, je suis en contact régulièrement avec Willy Rosier, et il y a une vraie volonté de nos deux institutions de continuer cette collaboration, tout en évidemment, en existant, on a 2 marques distinctes, la Martinique et la Guadeloupe, mais on peut vraiment collaborer sur des missions commerciales, sur le développement de nouveaux marchés, et c'est là-dessus que vraiment cette collaboration peut être vraiment efficace pour nos deux destinations, parce que sur du nouveau marché, il vaut mieux aller sur la marque anti-française, hein, pour dire quelque chose comme ça, que d'aller séparément dans notre coin. Tout à fait. De toute manière, je me souviens bien que vous étiez venu à une conférence de presse en Guadeloupe à l'occasion l'année dernière. Peut-être qu'on vous reverra prochainement, si tout va bien entre les deux comités du tourisme lors d'une conférence de presse. Mais tout va super bien, Danick. Je confirme. On a vraiment, encore une fois, il y a une vraie volonté de travailler ensemble. Et je pense que dans quelques semaines, il y aura des petites choses à vous annoncer. Bien, écoutez François, on vous remercie en tout cas de toutes ces informations. Je vous rappelle qu'on est vu non seulement en Martinique, mais aussi en Guadeloupe, mais aussi en France, et que les Guadeloupéens et les Martiniquais qui regardent Canal 10, et ils sont nombreux là-bas en région parisienne et ailleurs, un peu partout en France, sont rassurés qu'ils pourront venir éventuellement passer leurs vacances aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe, puisque avec Willy Rosier, on a dit à peu près les mêmes choses. En tout cas, bon travail, et puis continuez en espérant que les professionnels du tourisme de votre pays et du nôtre, ensemble, comme on dit, nous plus forts, comme on dit. Voilà. Ah, exactement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous, et puis à bientôt. À très bientôt, François. Ok, au revoir.
Voilà, il est exactement 13h08. On prend la première pause et puis on se retrouve tout à l'heure pour développer le journal et recevoir nos prochains invités. C'est dans un instant, tout de suite. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Il est 13h16 en direct de Canal 10, en direct de RHT et de C10 FM. Après donc ce petit tour en Martinique, on va revenir en Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est l'actualité, c'est toujours ce collectif contre violence à gendarme qui a tenu une conférence de presse ce matin. Alors il faut bien mettre le contexte. Il y a au mois de novembre, pardon, Claude Jean-Pierre se fait arrêter par les gendarmes. Quelques semaines après, il meurt à l'hôpital. On ne savait pas exactement ce qui s'était passé. On parlait de brutalité policière, etc. Et finalement, il y a une vidéo qui a circulé la semaine dernière montrant qu'effectivement, Claude Jean-Pierre avait été sorti très brutalement du véhicule. Après, il s'était retrouvé à terre. On avait même vu un gendarme mettre un pied sur un chapeau qui recouvrait son visage. Bref, les violences policières étaient à l'ordre du jour. Le procureur de la République a tenu une conférence de presse où il n'a pas autorisé les journalistes présents à poser de questions. Et cette fois-ci, c'est le comité collectif contre violence à gendarme qui réagit et qui pose lui aussi un certain nombre de questions. La question principale étant, quand est-ce que la vérité surgira de cette affaire? Reportage Michel Héraclide, on regarde. Nous avons tenu à faire cette conférence de presse aujourd'hui suite à deux événements. La première, ce sont la diffusion des images que nous avons tous vues à travers les réseaux sociaux, les images qui montrent comment effectivement M. Claude Jean-Pierre a été interpellé par la gendarmerie le 21 novembre 2020 et quelles ont été les conditions de son interpellation. On fait sortir M. Jean-Pierre par la vitre de sa voiture, alors qu'il lui était bien plus simple d'ouvrir la portière et de le faire sortir. Et c'est qu'en le faisant sortir par la vitre de sa voiture qu'on lui brise effectivement les cervicales et qui fait qu'une fois après, on le voit inerte au sol. C'est une image insupportable de ce que nous avons pu voir. Alors la deuxième chose, c'est que suite à cette diffusion, le procureur a cru devoir faire une communication, puisque ce n'était pas une conférence de presse, parce que dans la mesure où il a refusé de répondre aux questions, moi j'appelle ça une communication. C'est-à-dire à sens inverse, il a donné sa vérité, il a donné sa lecture des faits et il a donné la version des gendarmes. À aucun moment, cet homme ne défendait la société. Il défendait uniquement les gendarmes français qui ont commis ces méfaits, un parti pris qui était clairement affiché pour les gendarmes face à M. Claude Jean-Pierre. Et il fait peser sur cet homme une présomption d'alcoolémie, alors que, bien entendu, au moment de son interpellation, les gendarmes ne pouvaient pas savoir qu'il était ou qu'il avait une quelconque quantité de grammes d'alcool dans son sang. Aujourd'hui, ce que nous, le collectif Guadeloupe contre violence à gendarme, nous disons, c'est que nous allons être à ce procès en tant que partie civile et nous réclamons justice. Nous allons réclamer justice pour cet homme. Il n'est pas question que les deux gendarmes qui continuent d'ailleurs à exercer en toute liberté, encore aujourd'hui à Déa, continuent à exercer en toute liberté. Il est important qu'ils soient déjà relevés de leurs fonctions. Et ensuite, ce qui est important, c'est qu'il y ait un procès équitable pour Claude Jean-Pierre et que justice lui soit rendue. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette affaire qui reste encore dans le flou dans la mesure où les informations judiciaires sont données au compte-gouttes et pour l'instant, comme l'a dit le porte-parole de collectif violence contre violence à gendarme, jusqu'à maintenant, les deux gendarmes impliqués dans cette affaire sont en totale liberté, ils n'ont même pas été interrogés et le procureur a promis que justice sera faite à l'ambassade qui est faite. Est-ce que c'est pour fête nationale? Bref, présentation de la liste de candidatures de Bout pour la Guadeloupe devant Vianney Valverde, puisque nous sommes en période de politique, de campagne électorale à la fois des régionales et départementales. Chaque jour amène sa liste. Cette fois-ci, c'est Debout pour la Guadeloupe. On regarde.
je ne voulais pas aller aux élections. Et on m'a forcé. Les jeunes qui sont sur ma liste aujourd'hui m'ont demandé de les encadrer par rapport à mon expérience, par rapport à mon parcours. Et ils m'ont dit, eux, ils ne peuvent pas, mais ils ont besoin d'une tête de liste. Demain, on est à la région Guadeloupe. Je ne serai peut-être pas président de région, ce sera peut-être un jeune. Parce que la tête de liste, ça ne m'intéresse pas. Nous sommes simplement des citoyens concernés et consternés. Donc, comme j'aime à dire, nous sommes un mouvement citoyen et pas un parti politique. Pourquoi je dis pas un parti politique? Parce que dans la notion de parti politique, il y a l'idée d'enfermement. Et nous savons qu'en Guadeloupe, cette liberté nous est chère. Je ne veux pas faire un rappel de l'histoire. Nous sommes libres depuis 1848, même si nous sommes dans un enfermement intellectuel. Donc j'ai fait le choix d'être à l'initiative de ce mouvement et de rester libre. Ce qu'on a fait à Debout la Guadeloupe, force à pays là, parce qu'on a appelé ça force à pays là, parce que ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui ont demandé de faire. Les jeunes ne votent plus. Les jeunes ne votent plus. Les jeunes demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ne votent plus. Et on doit se poser la question. On était 420 000 personnes, on est 375 000 aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passés nos jeunes? Pourquoi ils ne sont plus là? Pour nos jeunes, on embauche quoi? On embauche des retraités qui étaient des anciens préfets, des anciens ministres, des anciens, etc. Il n'y a pas de jeunes aujourd'hui capables de... Et quand un jeune aujourd'hui souhaite travailler, on leur demande quoi? On leur dit, tu as de l'expérience? Ils viennent d'avoir ses diplômes. S'il ne fait pas ses expériences quelque part, où il va faire ses expériences? Partout, on leur demande de faire des expériences. Ils n'ont pas d'expérience. Si nous avons pu monter cette liste-là, c'est parce qu'il y a un appel. Il y a un appel fort à la Guadeloupe. Il y a un appel fort pour dire que du bout de la Guadeloupe, il faut, à un moment donné, dire à ces élus que nous sommes là. Il faut dire stop au système. C'est le système qui n'est pas bon. On se demande si les jeunes auront envie de voter pour tous ces gens-là. Clôture des travaux de l'église de Sainte-Anne, puisque cette église, depuis quelques mois, depuis quelques années, était en situation assez délicate, c'est vrai. Et le maire de cette commune, Christian Baptiste, a lancé une grande opération, on veut dire, de reformatage même de cette église. On a commencé par le clocher. Donc, pour la première fois depuis plusieurs mois, les fidèles catholiques ont pu retrouver leur église totalement rénovée. Et c'est Vianney Balverde, le reporter, qui a pu assister à cette première messe dans cette église de Sainte-Anne, où le clocher a été totalement revu et corrigé. On regarde. C'est une grande satisfaction de voir aujourd'hui ce projet connaître son aboutissement. Ces travaux de sécurisation du clocher de l'église viennent d'un l'aboutissement de travaux qui avaient déjà commencé depuis l'ancienne équipe. Et donc nous avons profité aussi pour rafraîchir tout ceci. Mais surtout le fait que c'est aujourd'hui que notre église retrouve son activité, et pas simplement pour les usagers, pas simplement pour les fidèles, les paroissiens, parce que Sainte-Anne est, de par le monde, connu. Et l'ensemble des visiteurs aussi, lorsqu'ils viennent à Sainte-Anne pour nos atouts, mais ce sont aussi le recueillement qu'ils viennent faire dans cette église. Je voudrais remercier l'ensemble des partenaires, départements, régions, mais aussi les services de l'État, les entreprises qui ont été accompagnées par un architecte et un bureau d'études techniques pour pouvoir nous donner les garanties de ces travaux. Et ces entreprises guadeloupéennes qui, je le rappelle, ont fait preuve de talent, ont fait preuve d'ingéniosité parce qu'il fallait trouver des solutions sur un bâtiment qui date quand même de plus de presque 100 ans. Je voudrais remercier évidemment le Père Miguel qui a été très patient, qui a su faire patienter les paroissiens et l'ensemble de la population aussi, même s'il y a eu quelques impatiences. Mais c'était quand même avant tout des travaux de sécurité et il fallait faire le nécessaire. Voilà, il est exactement 13h26 tout de suite. La chronique de Barbara Montpierre à la rencontre de soi. Cette fois-ci, Barbara n'est pas en direct, mais sa chronique est présente. On regarde. Il est 13h26.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet très particulier. Mais avant ça, j'espère que vous avez pris le temps de prendre soin de vous, malgré les circonstances difficiles, que vous avez pris du temps de cultiver votre bien-être. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Eh bien, comment arriver à accepter une situation, lâcher prise, une situation difficile pour mieux avancer. Je vous propose de retrouver tout de suite Robert, qui est dans une situation très particulièrement difficile. Et je vous dis à tout à l'heure. Bon, alors Robert, bon, je me suis dit que j'allais te faire venir là pour plus prendre un temps pour échanger, puisque tu avais l'air vraiment pas bien du tout. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va pas. Non, il y a des choses que je n'accepte pas. Non, on dirait que tu as appris une nouvelle, enfin quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Non, je suis dépassé. Non, je te raconte. Non, ma belle-mère me dit de venir chez elle. Je sors aux habits pour aller jusqu'à chez elle parce qu'elle m'a dit qu'elle a mal au bras. Elle ne peut pas couper un arbre devant chez elle. D'accord. Je pars des amis. Je vais jusqu'à Master, qu'elle a en piétin. On piétin, mon copain, non, jamais. D'accord. C'est pas de l'abus, ça? C'est d'abuser, faire moi sortir. Juste aller, juste Master, mon piétin. Moi, on va faire mal, c'est d'abus. C'est n'a pas abusé de moi. En plus, madame, moi, un monde qui peut même aimer moi, j'aime aimer. Elle ne m'aime pas comme je l'aime, la fille. Mais oui, parce que je surprends le téléphone là. Ah non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Bon, alors, attends. Non. Regarde. Écoute, regarde. C'est pas possible. Je te rappelle ce qu'on... Regarde-moi. Oui. Mets-toi dans une position où tu es à l'aise. Allez, on essaye. On respire. Rappelle-toi ce qu'on s'était dit. Oui, il faut respirer. Oui, il faut respirer. Moi, j'ai respiré. Bon, tu as déjà respiré. Oui, je respire encore. Alors, je respire. Oui, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens là tout de suite? La comme colère, émotion. la colère. Tu es en colère. La colère, j'ai mal au cœur, je suis vidé, j'ai l'impression que je peux rien faire, je peux plus rien faire là. Alors, on continue à respirer pendant que je te parlais. Bon, tu sais, ce qui s'est passé, c'est bien passé, on est d'accord? Oui, mais oui. Comment accepter ça? Alors, tu sais ce que je te propose? Oui. Si on cherchait à comprendre ce qui s'est passé pour accepter, arriver à accepter et mieux avancer. D'accord. On essaie de comprendre ce qui s'est passé. D'accord? D'accord. Ok. Très bien. Bon. Tu respires. Alors, bois un petit peu. Hein? Bois un petit peu. Allez, bois quelque chose. J'aime bien ce jus-là, oui. D'accord. On peut parler maintenant. Eh bien voilà, nous nous retrouvons. Comme vous avez pu le voir, Robert traverse une période très très difficile. Et combien sommes concernés par cette situation? Vous n'avez pas traversé un moment où vous avez été en état de choc après une nouvelle que vous avez reçue? Quand je parle d'état de choc, ça peut être aussi autre chose, un changement profond qui vous a mis dans une situation difficile émotionnellement, une situation dans laquelle vous n'avez même plus su comment réagir, tellement le choc était important, vous n'avez pas su comment même avancer, n'est-ce pas? Eh bien, je vous propose de commencer par comprendre ce qui se passe quand nous recevons une nouvelle. On a pris l'exemple de Robert. Eh bien, nous commençons par être dans une situation de déstabilisation, de désorientation, de dissonance. C'est-à-dire qu'intérieurement, eh bien, nous ne sommes plus en mesure de faire face au choc, à la nouvelle que nous avons reçue, et cela ébranle tout notre être entier. Tout dépend bien sûr de l'importance de la nouvelle, évidemment du choc. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons assimiler cette situation à un processus de deuil qui sera enclenché. Quand je parle de deuil, eh bien, c'est-à-dire qu'il va d'abord y avoir l'état de choc, la sidération, on peut passer aussi par le déni, la colère, ensuite la dépression, pour après aller à l'acceptation et au changement. Eh bien, ce qui va être important de faire, c'est de comprendre à quel stade on est pour justement arriver à accepter ce que je ne peux pas changer. Accepter comment? C'est vrai que nous avons pris le cas de Robert. Quand nous sommes submergés par des émotions, ben oui, mais comment faire pour avancer? Comment faire pour pouvoir tenir face à ce flot d'émotions, des compréhensions? Eh bien, on va commencer par respirer. On n'oublie pas les 4 R, n'est-ce pas? Très important pour arriver à réguler justement ce flot d'émotions et permettre au cerveau de respirer, d'être aéré pour mieux réfléchir. Je proposerai ensuite de faire un état des lieux. Un état des lieux, c'est-à-dire, OK, c'est arrivé, je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Par contre, comment je peux faire pour avancer, puisqu'il faut avancer? La vie ne s'arrête pas là, il faut continuer. Qu'est-ce que je vais faire
Qu'est-ce que je ne vais pas reproduire? Qu'est-ce que j'ai fait qui s'est mal passé et sur lequel je pourrais rebondir pour agir différemment? Au niveau d'émotions, les émotions, ça va être aussi d'accepter que j'ai des émotions, essayer de comprendre d'où elles viennent, comment arriver aussi à les réguler. Les réguler comment? Eh bien, en soignant le plaisir. J'en parle souvent, mais dans ces moments difficiles où on peut être dans plusieurs phases, il faudrait beaucoup plus de temps pour développer, eh bien, ça va être de s'appuyer sur soit une personne en qui on peut se confier, de confiance en qui vraiment nous pouvons tout dire, nous pouvons compter sur elle, qui va nous aider à avoir du positif, s'entourer de personnes positives, et aussi soi-même prendre des moments de plaisir, soit déjà existants. Ça va être aussi un moment où on va se forcer, puisque dans ces temps-là, on n'a pas nécessairement de motivation. Mais pour cultiver cette motivation, il va être important de cultiver aussi le plaisir. Des choses qui nous font du bien ou encore des choses qui peuvent nous challenger en découvrant des nouveautés. Et enfin, ce que je vais proposer aussi, c'est de prendre un temps pour pouvoir faire un agenda nouveau, en imaginant, se laisser imaginer, sortir de son cadre de référence, imaginer des... Voilà, il est exactement 13h33. On prend la deuxième pause publicité. On se retrouve tout à l'heure avec des artistes qui organisent à partir du 27 mai, c'est-à-dire dans 2 jours, une exposition d'art qui s'appelle Liberté. Un mot qui résonne, qui a une résonance particulière, surtout dans cette période en Guadeloupe. À tout de suite après la pub. Voir des artistes, ils sont 2, mais c'est une exposition qui s'appelle Liberté. Ça tombe bien au mois de mai, puisque le mois de mémoire, on a avec nous Bélisa Troupé, bonjour. Oui, bonjour. Et aussi Axel Egisi, bonjour. Bonjour. Mais il y a aussi Jordi Zodidad Alexis, il y a encore, il faut que j'oublie personne, Sivné Vérin et Jérémy Paul. Et cette exposition, elle commence après-demain, c'est ça? Exactement, le 27 mai. 27 mai à 10h. C'est un choix délibéré, c'est pas un hasard quand même. Une Alors, exposition s'appelle Liberté au mois de mai. Disons que le hasard n'existe pas. Les choses ont fait que c'est ce jour présent en fait qu'il fallait la débuter. Oui, et ce sera à la Wawak. Alors, j'ai vu un petit peu vos bio. Effectivement, vous avez fait pas mal de choses. La face cachée de l'humanité, c'est quoi, Axel? Bonne question. C'est ce que l'on ferme en nous, en soi. Ouais. C'est ce que l'on ne peut pas réellement voir avec les yeux. C'est ce qui se cache au fond de notre cœur. Et qu'il ne faut pas justement délaisser. Il faut se rapprocher de ces choses pour simplement continuer à avancer dans la vie, en vérité. Alors, vous faites partie de ce qu'on appelle la nouvelle génération des peintres guadeloupéens. Plus ou moins. Oui, parce que à 25 ans, parce que les autres, vous connaissez quand même les autres grands peintres guadeloupéens, Ovila, Saint-Cily, Nabajot, etc. Tout à fait. Ce que je vois là, ça ne ressemble pas du tout à ce que j'ai l'habitude de voir. Très bien. Alors, je me tourne vers Bélisa. Bélisa aussi, on est aussi jeune, artiste plasticienne et passionnée de broderie et de tissage. Alors, on va s'arrêter d'abord sur ça. Broderie et tissage, pourquoi? Alors, en fait, déjà, j'affectionne beaucoup la broderie et le tissage. Oui. Parce que, en fait, dès toute petite, ma grand-mère, mes 2 grands-mères m'ont plongée, en fait, dans ce médium, parce qu'il y a une de mes grand-mères... dans le bouddha. Voilà, exactement. J'étais dans les linges, justement, parce que la série que je vais présenter s'appelle Les linges. Donc, j'étais dans les linges. Ah bon, voilà. Et en fait, ma grand-mère paternelle était couturière et j'avais tout le temps auprès de moi des bouts de tissu qui traînaient partout. Il y avait ses clientes qui venaient et qui se confiaient aussi à ma grand-mère. Donc c'était vraiment une ambiance. Donc c'était vraiment une vraie ambiance et je trouverais ça très vraiment dans passionnant. la toile, là. Tu disais voilà. Dans la toile. Hein. Exactement, dans la toile. Ouais. Et en fait, j'avais aussi une aptitude au dessin. Donc c'est comme ça que j'ai intégré la broderie, le textile à ma pratique. Oui. Ça veut dire que vos toiles sont vraiment des toiles, c'est vraiment le cas de le dire. Donc en fait, ça peut être des toiles. Donc ça peut être des toiles, des toiles de coton, de lin. Oui, c'est bien ce que je dis, oui. Mais en fait, on peut aussi avoir des toiles aussi de lin en peinture qui sont tendues dans un cadre. Oui. Mais effectivement, le rapport au textile là est différent. Donc c'est un nouveau langage, ça.
Parce qu'en fait, bon, la peinture traditionnelle, on l'a fait sur, bon, on connaît. Et là, vous introduisez une nouvelle. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous êtes vraiment parti en stage. Oui, je sais pas. Oui, oui, je suis partie, effectivement, parce que moi, je suis assez autodidacte au point de vue de la broderie, Oui. même si j'ai vu ma grand-mère faire ça. Oui. Mais ça a été vraiment... voilà, c'est de mon propre fait, quoi, que j'ai expérimenté et pour aboutir à une plastique, une esthétique plastique qui m'intéressait. Et en fait, pour asseoir en fait ce médium dans ma pratique, j'ai été faire un stage chez les brodeuses de Vieux-Fort, effectivement. Et j'ai inséré ces bribes dans la série qu'on va voir le 27 mai, donc qui s'appelle Les Linges. C'est vraiment particulier, ça. Oui, exactement. Ouais. C'est assez particulier. Donc, il y a vraiment... dans ce stage, c'était vraiment extraordinaire parce qu'elles m'ont fait plonger, en fait, dans leur univers. Oui. Et il y a aussi des points qui sont très spécifiques à la Guadeloupe. Comme elles ont un atelier de broderie à Vieux-Fort où il y a certains secrets, finalement, autour de ces broderies. Ça se transmet plutôt... C'est plus compliqué à transmettre, à ce qu'on m'a dit. Oui, en fait, la transmission se fait au fur et à mesure, quoi, de mère en fille, ou pas forcément. Quelquefois, il y a des hommes aussi qui ont fait de la broderie. Il y a des hommes qui ont fait de la broderie aussi. Oui. Donc, mais ils se manifestent pas trop. Mais on m'a dit qu'il y a des hommes aussi qui ont fait de la broderie. Mais oui, c'est une nouvelle facette de ma pratique actuelle. Alors, Axel, vous avez fait, je vois, une première série dans la langue des émotions. Exactement. Quelles émotions? Toutes. Toutes les émotions. Absolument, parce qu'en soi, elles sont toutes liées, selon moi, à l'amour en soi. À l'amour qui est, on va dire, en mer de toutes ces émotions qui peuvent être la colère, la jalousie, la tristesse. Et de par cette série, j'ai voulu justement... disons, mettre en image, en couleur, en peinture, en œuvre d'art, ce que l'on ne peut parfois, on n'arrive pas à exprimer avec des mots. Donc voilà, c'est vraiment de l'expression pure. Ce qui est particulier, c'est que vous êtes autodidacte. En général, certains peintres disent oui, j'ai fait telle école, etc., etc. Alors, qu'est-ce qui vous a branché sur la peinture? C'est-à-dire que c'est vraiment venu pour le coup comme tout d'abord comme un exutoire en soi. Disons que la peinture m'a choisi pour me permettre de m'exprimer. Je me suis pas réveillé un jour en me disant je veux être peintre. On y va. Mais en fait, j'ai trouvé vraiment dans cette expression une liberté. Oui. Pour le coup, c'est le cas de le dire. Une liberté et qui me libère en soi en fait de tout ce que j'ai pu emmagasiner, qui me permet de sublimer. Tout à fait, le sublimer, de le contempler. Oui. Comme j'aime le dire, c'est un art assez contemplatif. Vu que c'est de l'abstrait, il faut savoir prendre le temps de bien observer ce qui se passe, ce que l'on ressent face aux œuvres en soi. Donc voilà, alors, je dis ça pourquoi je me tournais vers Bélisa tout à l'heure, c'est que jusqu'à maintenant, disons que globalement, notre peinture guadeloupéenne était assez figurative. Et là, maintenant, on part vraiment vers l'abstrait. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat entre le figuratif et l'abstrait. Il y a une contradiction. Je ne pense pas. Je pense que les deux sont liés. Mais on arrive parfois à mieux percevoir dans l'abstrait que dans le figuratif. Ah bon? Oui. Parce que l'imagination fait un travail supplémentaire en fait que celui du cerveau simplement. Votre cerveau va analyser une image, il va vous rappeler quelques souvenirs, il va vous faire réfléchir sur quelque chose, mais l'abstrait va vraiment venir susciter ce sens qui est l'imagination et il va faire appel à vos émotions, à vraiment tout ce qui vous compose, en fait, selon moi. Oui. Donc, pour moi, c'est une continuité, simplement. Mais ça signifie que, comme vous avez commencé la peinture, vous êtes versé directement dans l'abstrait.
Alors, il faut savoir que j'ai commencé vers l'âge peut-être de 14 ans. Je dessinais pour quand même. commencer. Oui. Et, il est vrai que mes dessins étaient un mélange entre on va dire un juste milieu entre le figuratif et l'abstrait. Il y avait toujours cette envie de vouloir toucher les choses, les formes qui n'existent pas concrètement. Oui. Et un jour, j'ai commencé la peinture et là, je me suis vraiment... Ça s'est vraiment déversé, en fait, sans normes et réflexion, ouais, tout à fait. Mélisa, vous, abstrait ou figuratif? Enfin, Alors, en toute façon, pour ce que vous faites pour la broderie, c'est difficile de le faire en abstrait. Hein. C'est quelque chose de très, très concret. Alors, Axel, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis. Argumentez, je vous écoute. Oui, c'est que en fait la figuration aussi permet en fait de faire passer le message que l'on veut faire passer, et même quelquefois permet de laisser des bribes en fait, des secrets dans les œuvres, ou des choses indéchiffrables. Voilà, exactement, qu'on pourrait laisser dans l'œuvre. Et en fait, la broderie, pour moi, ça permet vraiment de transcender les temps, en fait, de transcender les temps, de prendre part aussi à cet héritage culturel que m'a laissé mes grands-mères et autres, et vraiment insérer cela dans ma pratique. Pour moi, c'était très important. Mais alors, cette broderie que vous faites, ce sera toujours de la broderie artistique, je veux dire, liée à la peinture, mais vous n'avez pas brodé des choses... parce qu'il y a une tendance maintenant, les peintres font des choses dans la rue, on fait des t-shirts, etc., etc. Il n'y aura pas de broderie dans Broderie Street, non? Non, là c'est pas... ça peut être une idée, mais non. Ah, c'est ce une idée serait pas... Oui. Non, ce serait pas... Non, pour moi, ce serait vraiment... Ce que moi je trouve intéressant en broderie, enfin dans la broderie, c'est vraiment l'insérer dans l'art contemporain. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Parce que ça permet vraiment une certaine liberté d'action. Et le médium, même broderie, permet de se questionner aussi sur la personne qui utilise ce médium, et également le médium en lui-même. Donc... Alors, juste une question. Quand vous étiez en stage à Vieux-Fort avec ces dames, quel langage vous avez utilisé? Parce que j'ai envie de savoir comment elles ont pensé. Parce que vous êtes venu là pour apprendre la broderie, mais elles savaient que c'était pour faire de la peinture? Oui, parce qu'en fait, j'ai parlé aux brodeuses. D'ailleurs, j'espère qu'elles m'entendent et qu'elles me voient. On regarde, rassurez-vous, on regarde la Vieux-Fort, on regarde. Non, c'est que j'ai effectivement dit que j'étais artiste plasticienne, et d'ailleurs, je leur ai dit que j'ai été aussi au Cameroun. J'ai fait une résidence d'artiste au Cameroun, dans la résidence d'artiste de Barthélemy Togo. J'ai exposé en galerie à Paris. Donc je leur ai dit en fait le contexte, le parcours, et aussi ce que moi je fais. J'ai montré effectivement les points que je faisais, qui étaient assez basiques à l'époque. Et au fur et à mesure, elles m'apprennent en fait à broder à leur façon. Mais c'est pour moi une source d'inspiration qui va compléter en fait ma palette finalement de... Parce qu'on fait du tissage aussi. En fait, c'est au fur et à mesure que j'apprends les choses, mais que j'insère au fur et à mesure ça dans ma pratique. Voilà. Et normalement, à la base, je faisais du dessin. Aussi, et bien sûr, donc comme Axel. Au départ, on commence toujours par le dessin. Oui, mais pour moi, c'est toujours d'actualité aussi. Ça permet... En fait, le fil, pour moi, c'est comme si c'était comment vous expliquer? Une ligne graphique dans l'air, en fait. Une ligne graphique palpable. Donc, c'est comme ça que je vois le fil. Et d'ailleurs, je dessine au fil aussi. D'accord. Donc, c'est ce que nous allons voir le 27. Oui. Et aussi, dans les linges, la série, je brode aussi sur le papier. Donc, ce serait vraiment... je serais ravie que vous passiez. C'est extraordinaire, ça. Alors, moi, j'ai envie quand même de vous poser la question. Quel rapport qu'il y a entre la broderie et la liberté?
Alors, en fait, j'ai un peu déjà répondu, en fait. Déjà, la broderie permet, finalement, de transcender les temps, de transcender aussi les médiums, aussi, un peu, on va dire, basique de la peinture. Ça permet aussi d'avoir une autre palette, finalement, plastique dans la broderie. Donc, j'ai déjà à peu près répondu. À peu près ça, oui, répondu. On verra tout ça le 27. Oui. J'ai quand même envie de poser à Axel la question. Quand vous entendez Bélisa parler de broderie, ça vous inspire, ça vous parle, comment dire? Oui, totalement en soi, parce que je trouve l'idée intéressante de ramener cette idée de lien. Alors déjà, dans la tradition, parce qu'elle est quand même assez présente en fait aux Antilles. Ouais. Et surtout à Vieux-Fort. Hein, surtout à Vieux-Fort. Ouais. Et surtout, donc, vraiment avoir ce côté, comme me le disait, un peu palpable, ce fil qui traverse en fait notre médium, une feuille, une toile. Je trouve qu'il y a ça amène du corps en fait à l'expression artistique. Ouais, tout à fait. Et puis c'est proche de l'humain quand même. Tout à fait. Oui. Parce qu'en fait, j'interroge aussi l'humain, l'humanité, la femme. Donc il y a toute, il y a la féminité. Donc c'est tout cela que ça. Dommage que j'ai pas les autres artistes. J'aurais bien aimé entendre leur discours aussi, parce que vraiment c'est très novateur ce que j'entends là, et ça laisse présupposer que cette exposition collective, vous connaissiez tous déjà, ou bien c'est l'exposition qui vous a rassemblé? On se connaissait déjà avec Axel. Oui. Parce que on s'était vu lors d'une rencontre avec un commissaire d'exposition. D'accord. Et pour les autres, c'est vraiment pour cette expo que vous allez vous rencontrer. Qu'on s'est rencontrés. À part pour Jordi ou Steve Vérien, d'accord. Bon, bah, écoutez, bienvenue à bord. Hein, et vous viendrez voir cette exposition, et j'invite les Guadeloupéens qui nous écoutent et qui nous regardent à venir voir cette exposition. Alors, c'est à partir du 27 mai jusqu'à quand? Donc, c'est du 27 mai au 27 juin. Ah, un mois quand même. Exact. Et c'est à la Wawak, je le rappelle. C'est la Wawak, c'est le nouveau centre des arts de la Guadeloupe. C'est là où ça se passe en général depuis la pandémie. Il y a eu beaucoup d'expositions, des peintres prestigieux. Je ne vais pas tous les citer pour ne pas me faire détester. Mais il y en a eu, non, il y en a beaucoup. Joël Lanquin, Abajot, enfin, etc., qui sont venus là et qui ont fait de belles expositions. Mais j'ai l'impression, c'est mon impression personnelle, qu'ils étaient dans du classique, et là, on saute une barrière, là. Ouais, je pense qu'on apporte, sans prétention, un renouveau, simplement. Voilà, c'est ça. Un renouveau, c'est nécessaire. Une nouvelle vision. Ouais, plus jeune, plus fraîche. Tout à fait. Ouais. Et plus brodeuse, en tout cas. En tout cas, merci d'être venu. Rendez-vous donc du 27 mai au 27 juin à la Wawak Beach Resort Hotel. L'inauguration se fait à 10h, c'est ça? Il me semble, je sais pas. Tout à fait, oui. On sera là, en fait, de 10h à 18h. 10h à 18h. Donc, du 27 mai au 27 juin. Ouais, c'est vraiment du live. Enfin, voilà. En tout cas, merci d'être venu. Et on est très content de savoir qu'il y a des jeunes artistes comme vous qui renouvellent un petit peu l'art guadeloupéen dans ce domaine-là. Ça reste à voir. Voilà, il est pratiquement 13h59. On va terminer le ZCL aujourd'hui. Je rappelle qu'on a reçu en début de ZCL François Baltus Languedoc, qui est le directeur du comité de tourisme de la Martinique. Intéressant ce qu'ils font. La semaine dernière, on avait Willy Rosier du comité des îles de Guadeloupe. Le tourisme essaie de survivre à la pandémie. Barbarie Montpierre à la rencontre de Squad sa chronique. Et puis l'actualité, c'était cette conférence de presse du collectif Gendarme contre violence à gendarme, qui parle de l'affaire Clodo, et une affaire qui reste encore, bien sûr, avec beaucoup de zones d'ombre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure, 12h30, dans le ZCL. Aujourd'hui, on a commencé avec un petit peu de retard du fait qu'il y avait une retransmission en direct des funérailles de monsieur Nutolo, un ancien du cyclisme guadeloupéen. Mais sinon, on se retrouve demain à la même heure. Voilà, c'est fini. La réalisation est assurée par notre ami Yann, et demain, il sera encore avec nous. À demain.